Paris, mardi 16 avril 2019. La capitale se réveille sidérée après une nuit d'horreur. La veille, Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique vieille de 850 ans, a été frappée par l'incendie le plus dévastateur de son histoire. Des images d'une rare violence qui ont fait le tour du monde. Il y a une tempête de feu, littéralement, au-dessus de Notre-Dame de Paris. La flèche qui s'effondre, c'est le premier signe visible que quelque chose a été perdu à jamais. Mais derrière les images que nous avons tous vues, que s'est-il réellement passé? C'est une plongée au cœur du brasier que nous vous proposons. Je me disais, regarde bien ta cathédrale, parce que c'est mal parti. Grâce à quel procédé technologique les pompiers ont-ils réussi à combattre le feu? Le robot, lui, il est allé dans l'église, dans la salle, pour aller attaquer ce feu. Ils n'ont pas, avec ce système-là de canalisation fixe, à dérouler des tuyaux sur 40 mètres d'escalier. Pourquoi, dès sa construction, la cathédrale a-t-elle été conçue pour résister au feu? La voûte en pierre servait de pare-feu en maintenant efficacement les deux espaces séparés. À quels obstacles techniques les soldats du feu ont-ils été confrontés? C'est le cœur le plus ancien de Paris, les rues y sont étroites. Donc il n'y a pas énormément de bouches à incendie. Sapeurs-pompiers, architectes, historiens, celles et ceux qui étaient en première ligne révèlent les dessous de cette soirée du 15 avril. L'échafaudage n'est pas conçu pour réagir à ça, donc là on a de vraies inquiétudes. Minute par minute. Le général nous dit, nous avons une demi-heure pour gagner la bataille du feu. Comment des femmes et des hommes se sont battus pour sauver un monument unique au monde. C'est le feu de leur carrière et c'est peut-être le feu du siècle. C'est l'histoire de la France. Voici les dessous de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Une catastrophe hors de contrôle. Paris, lundi 15 avril 2019, il est 18 h. Une foule se masse sur le parvis de Notre-Dame. D'ordinaire, 35 000 visiteurs venus du monde entier fréquentent chaque jour la cathédrale. Seulement aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le début de la Semaine Sainte, un événement qui fait grimper la fréquentation de 30%. Monseigneur Patrick Chauvet est le recteur de la cathédrale. Lundi Saint, nous entrons dans ce qu'on appelle la grande semaine. Pour nous, ça récapitule toute l'année liturgique. À Notre-Dame de Paris, c'est une semaine d'activité très dense parce qu'il y a des gros offices quasiment tous les jours jusqu'au dimanche de Pâques. Et que l'on soit croyant ou non, comme à chaque fois, la vieille dame de 850 ans émerveille. C'est un symbole pour les catholiques du monde entier, mais ça va bien au-delà comme symbole. Il y a la beauté, naturellement, du monument, qui est quand même un chef-d'œuvre architectural. Mais plus que cela, c'est l'histoire de la France. Plus qu'une cathédrale, un monument iconique. Mais un monument qui souffre de sa vétusté. Avec ses 127 mètres de long, ses 96 mètres de haut, ses 4800 mètres carrés de superficie, la cathédrale pourrait loger 11 terrains de basket. Difficile dans ces conditions de la maintenir constamment en état. La cathédrale se dégradait quand même beaucoup, mais c'est un monument énorme, gigantesque. La flèche, ça faisait partie des préoccupations parce qu'elle n'avait pas été restaurée depuis 80 ans. On avait des signes qui montraient qu'elle était quand même en mauvais état, donc il fallait faire une intervention assez urgente. Il est 18h10. La messe va bientôt démarrer. Le public pénètre dans l'enceinte de la cathédrale. 50 mètres plus haut, des ouvriers achèvent leur journée de travail. Car depuis 6 mois, Notre-Dame accueille un chantier gigantesque pour restaurer la toiture, et notamment la flèche, cette partie qui s'élance au centre de l'édifice. Tout a débuté avec le montage d'un échafaudage hors norme, une lourde tâche confiée à la société de Julien Lebras. Il sait qu'en travaillant sur Notre-Dame,
il vit un instant particulier de sa carrière. Notre-Dame fait partie de ces charpentes assez exceptionnelles. Forcément, lorsqu'on a la possibilité de travailler sur un monument tel que Notre-Dame, qui plus est sur le symbole qui est la flèche, c'est un plaisir tout particulier, c'est un honneur qui nous est donné et c'est une chance. 18h15. La messe démarre. 700 personnes sont là dans la nef de la cathédrale. Pour le moment, il n'y a rien à signaler. Le 15 avril, comme tous les soirs, il y a d'abord les vêpres à 17h45 et puis la messe est à 18h15. Voilà. Donc là, tout se passe comme il faut. 3 minutes seulement après le début de la messe, un événement inattendu se produit. Un voyant vient de s'allumer au PC sécurité situé dans le presbytère. À 18h18, il y a un voyant rouge avec marqué feu en majuscule qui s'allume. Ça affiche un message assez confus, assez obscur. Une succession de 3 mots d'abord, comble, nef, sacristie, et ensuite une succession de chiffres et de lettres aussi peu compréhensibles qui est ce qu'on appelle en fait l'adresse du détecteur incendie. Pour le responsable chargé de la sécurité du site, il faut aller voir du côté de la sacristie, cette partie de la cathédrale qui jouxte le grand édifice. Serge Delay est un ancien sapeur-pompier parisien, aujourd'hui expert judiciaire en incendie. Pour lui, chaque minute compte dans cette action de reconnaissance appelée la levée de doute. Lorsqu'il y a une apparition de fumée, le détecteur est sensibilisé, il envoie une information sur un tableau de signalisation, lui porte une numérotation, une adresse, et on peut aller reconnaître les lieux, c'est-à-dire lever le doute pour voir si véritablement il y a un sinistre ou pas. On n'a que 5 minutes, mais les 5 minutes permettent de se rendre sur les lieux et puis de prévenir au PC de sécurité si oui ou non il y a lieu de prévenir les secours. 18h25. 7 minutes après le début de la première alerte, l'agent de sécurité ne constate rien d'anormal dans la sacristie. 18h25, le garde de la cathédrale prend son talkie-walkie, dit « J'ai fait la levée de doute, j'ai rien vu, pour moi, il n'y a pas de feu, rien à signaler. » 18h35. À Notre-Dame, la situation semble toujours sous contrôle. Mais par mesure de sécurité, les 700 personnes de la messe sont évacuées, le temps de trouver l'origine du problème. S'il n'y a rien dans la sacristie, il faut se rendre dans l'édifice principal, à commencer par les combles. L'agent de sécurité grimpe les 300 marches qui le séparent du haut de la cathédrale. Il est précisément 18h48 quand il ouvre la porte qui mène au comble de Notre-Dame. À cet instant, il découvre l'inimaginable. Monseigneur Chauvet est au pied de la cathédrale. Lui aussi comprend très vite la gravité de la situation. En levant la tête, j'ai vu, alors je vois la fumée, mais je vois surtout que le feu s'est embrasé si vite qu'on voit déjà apparaître les flammes. Sous la fameuse flèche, une colonne de feu ronge la charpente. Un incendie qui peut rapidement devenir incontrôlable à cause de la nature même de cette charpente. On l'appelle la forêt. 1300 chênes, 21 hectares d'arbres, l'équivalent de 30 terrains de football, ont été nécessaires à sa fabrication. Le feu de comble est déjà complexe, mais là, on est dans des dimensions hors du commun. On a une longueur de feu qui fait à peu près 100 mètres, qui se trouve à près de 40 mètres du sol, avec un potentiel calorifique énorme. Donc ça va être une lutte extrêmement compliquée. Mais ce n'est pas tout. Comme le montrent ces images de la forêt, au-delà de sa composition en bois, c'est la structure même de la charpente qui facilite son embrasement. Il y a une densité de poudre qui est très importante et il n'y a pas de compartimentage à l'intérieur. Donc un feu qui va se développer va très rapidement occuper tout le volume du comble. 19h. Alors que les premières équipes de pompiers arrivent sur les lieux, les caméras du monde entier se braquent sur la cathédrale. On a des images à l'instant de Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché il y a quelques instants
et ce sont les premières images qui nous parviennent. 10 minutes après la découverte de l'incendie, les pompiers s'engagent dans la lutte contre le feu. Les pompiers de Paris, ils ont tout un tas de procédures et d'entraînements pour aller le plus vite possible. Ils doivent faire un premier tour de l'incendie pour voir les moyens qu'ils vont demander à leur QG. Dans le jargon des pompiers, ce premier repérage est appelé le tour du feu. Il est capital pour connaître au mieux l'ennemi à combattre. C'est une sorte de diagnostic que l'officier va faire en faisant le tour du bâtiment. Il va en même temps comprendre la volumétrie du lieu dans lequel un phénomène thermique est en train de se développer. Le feu se propage à toute allure. Et il semble évident que la vingtaine d'hommes présents sur place ne suffira pas. Le chef de la caserne des pompiers qui arrive à ce moment-là envoie, et ça c'est la procédure, tout de suite une demande de renfort et il termine son message par « poursuivons reconnaissance ». C'est un code pour dire au QG des sapeurs-pompiers Porte de Champéret, le feu est en ce moment hors de contrôle. Il va falloir mobiliser des moyens incroyables. Le ministre de la Culture, Franck Riester, arrive sur le parvis. Il découvre un spectacle auquel il ne s'attendait pas. J'avais pensé que c'était un petit incendie comme ça, où j'allais juste m'arrêter 2 minutes pour pouvoir aller ensuite à l'aéroport prendre mon avion pour Bucarest. En fait, j'arrive sur place, il y a une tempête de feu, littéralement, au-dessus de Notre-Dame de Paris, avec des cendres qui retombent en masse sur le Paris. Le combat ne fait que commencer. Mais alors qu'ils pensent pouvoir contenir l'incendie, les soldats du feu vont très vite se retrouver dépassés. 19h10. À Notre-Dame, une première batterie d'hommes est envoyée au plus près de la charpente. Objectif, éteindre le feu en s'attaquant au lieu même où il a démarré, sous la flèche. Le seul moyen, c'est de pénétrer à l'intérieur pour tenter d'éteindre le foyer principal. Pour éteindre le feu, il faut l'avoir devant les yeux. Il faut qu'il soit dans le visuel pour qu'on puisse l'attaquer. On attaque le cœur du foyer. Comment attaquer ce feu de charpente? C'est une attaque qui est compliquée parce qu'il faut acheminer, bien sûr, les moyens hydrauliques en hauteur, par où je vais passer pour passer les tuyaux, amener les lances pour être efficace sur le foyer. Dans leur combat contre le feu, les pompiers ont un avantage. Des colonnes sèches, des canalisations vides qui facilitent grandement leur travail. Alimentées depuis le sol, elles permettent de distribuer l'eau aux étages à grande vitesse. On met des tuyaux souples en bas sur des raccords, on pousse de l'eau et le pompier en haut peut monter avec des tuyaux plus petits et des lances, se brancher dessus pour attaquer directement le feu. Une fois les lances raccordées, le déploiement de pompiers s'élance à l'attaque du brasier. Les pompiers travaillent toujours en binôme. Le plus jeune des deux actionne la pompe et l'aîné qui a un peu plus d'expérience le dirige parce que celui qui actionne la pompe peut être aveuglé par les flammes. Des flammes qui n'ont rien à voir avec celles d'un incendie classique. Confinées dans les combles, elles déploient une énergie de 1800 mégawatts comparable à celle de 2 réacteurs nucléaires. C'est le feu de leur carrière et c'est peut-être le feu du siècle pour les pompiers parisiens. Ce feu est historique. Les pompiers doivent apporter urgemment une réponse appropriée. L'envoi de Canadair est alors envisagé. Mais cette solution est vite écartée. La charge d'eau d'un Canadair aurait pu complètement se faire écrouler la cathédrale et avoir des dommages inestimables et irréparables. 19h20. Malgré leur combat, les pompiers voient le feu progresser. Si la charpente paraît désormais condamnée, tout n'est pas encore perdu pour Notre-Dame. Sous la charpente, un bouclier. Une voûte de pierre qui protège le reste de la cathédrale, comme l'explique Tom Nixon, spécialiste de l'architecture gothique. À partir du XIe, XIIe siècle, les bâtisseurs privilégient la construction de voûtes en pierre dans les cathédrales. Ils séparaient ainsi le bâtiment principal de la charpente, très sèche et plus vulnérable au feu. La voûte en pierre servait de pare-feu en maintenant efficacement les deux espaces séparés. La survie de la cathédrale tout entière repose donc sur le rôle pare-feu de cette voûte. Seulement un événement tragique
va tout compromettre. « 19h30. Voici une heure qu'on tente de contrôler l'incendie de Notre-Dame. Au front de la lutte contre le feu, une véritable armée. De la vingtaine de pompiers au départ, 600 sont désormais engagés sur place. Les pompiers de Paris sont des militaires, et pour eux, le feu est un ennemi, comme pourrait l'être un ennemi combattant vivant. Une espèce de corps qui a son développement propre, sa dynamique propre, son caractère propre. Les pompiers, à la couleur d'une fumée, à sa densité, ils savent vous dire à quel état en est le feu. Et ce qu'ils voient ne présage rien de bon. Depuis une quinzaine de minutes, les pompiers occupent tout l'espace autour de la cathédrale. 68 camions, 21 bras élévateurs, du jamais vu. Malgré ces moyens exceptionnels, le combat n'est pas équitable. On a un feu qui est en hauteur. Il est au moins entre 35 et 40 mètres. Donc c'est un feu qui va être difficile à combattre. Les échelles des pompiers couramment vont jusqu'à 30 mètres, donc on a du mal par les moyens extérieurs d'arriver au niveau du feu. D'autant que par nature, l'architecture de ce type de monument demande une attention toute particulière. Les pompiers, ils avaient ordre de diriger leur lance, certes à plein régime sur la toiture, mais en passant au-dessus des rosaces pour les préserver. Ça veut dire qu'avec leur nacelle, ils se rapprochaient des murs. Ils étaient soumis à une chaleur intense. Rien n'y fait. Le brasier continue de s'étendre. Mais pire que l'incendie, un élément fait tout basculer. Il est 20 h. Avec sa chute, la fameuse flèche de Viollet-le-Duc rappelle à tous qu'il est tout à fait possible que Notre-Dame disparaisse complètement. Ce qui tombe, c'est la moitié. On voit d'ailleurs la flèche coupée en deux. Elle tombe. J'entends les cris des gens qui étaient autour de moi. Voilà. C'était... bon, c'est le moment de l'alerte. Moi, je me disais, regarde bien ta cathédrale, hein, parce que c'est mal parti. Ah là là là, il y a des pompiers juste à côté. Oh là là, ça tombe dans le cœur. Oh là là, c'est une image totalement improbable. J'imaginais jamais voir une image telle que celle-là. Enfin, Notre-Dame, on la voyait comme un édifice au-dessus de tout. À ce moment-là, très clairement, la flèche qui s'effondre, c'est le premier signe visible que quelque chose a été perdu à jamais. Sidéré par l'effondrement de la flèche, personne n'imagine encore ses conséquences. Et elles sont catastrophiques. Lourde de 750 tonnes, dont 250 de plomb, la structure a perforé le seul rempart qui protégeait encore l'édifice, la voûte de pierre. L'incendie peut désormais s'étendre à l'ensemble de la cathédrale et c'est toute l'action des pompiers qu'il faut repenser. Alors là, les pompiers ont une procédure, c'est-à-dire qu'ils demandent à tout le monde d'évacuer. Ils appellent ça figer la situation parce qu'ils ont besoin de voir que tous les pompiers sont sains et saufs et où ils sont. Donc l'ordre est fait, est envoyé, sauf que tous les pompiers ne sortent pas. Resté près de la charpente, le tout premier groupe d'intervention n'a pas vu la flèche tomber. Pire, le voilà bloqué à l'étage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'effondrement de la flèche, la boule de feu qui est créée par cet effondrement fait une sorte d'appel d'air et toutes les portes de la cathédrale qui étaient ouvertes se claquent en fait et ferment. Le danger est là parce que les bouteilles à air des pompiers durent en moyenne 40 minutes. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen de sortir assez vite. Heureusement, il suffit de quelques minutes à leurs responsables pour gravir les étages et sauver ces hommes. La violence de l'effondrement de la flèche marque un tournant dans la lutte. Les pompiers de Paris font désormais face à un véritable défi. Toute leur stratégie doit être repensée. L'intérieur du monument, jusqu'alors préservé, est gagné par les flammes. Il faut faire vite avant que la cathédrale tout entière ne s'embrase.
Il est 20h02. Sur l'île de la Cité, le temps s'est comme arrêté. Notre-Dame, ce monument multiséculaire, est littéralement en train de partir en fumée. La chute de la flèche laisse derrière elle une cathédrale meurtrie, arborant un tout autre visage. On n'a plus la même silhouette. On est habitué à voir une silhouette élancée, de voir la flèche, de voir les ornements. Et là, il ne reste plus rien. On n'a plus de volume de toiture, on a un échafaudage, une grosse structure métallique qui surplombe. L'échafaudage de 250 tonnes d'acier a miraculeusement résisté à la chute de la flèche. Son état est critique, mais son installation ingénieuse le sauve de l'effondrement. Philippe Villeneuve est l'architecte en chef de Notre-Dame. L'installation de cette structure est placée sous sa responsabilité. J'ai vraiment demandé à ce que cet échafaudage repose sur 4 points, sans toucher à la charpente, sans s'appuyer dessus, sans toucher à la flèche et l'enveloppe. Il soit donc autostable. Il se porte lui-même. Ce type d'échafaudage est un monument à lui seul. Totalement indépendant de la toiture, il repose en 4 points sur les maçonneries de la cathédrale. Une structure de 50 mètres, totalement inédite. Pourtant, la situation reste inquiétante. En effet, rien n'indique combien de temps les tubes d'acier galvanisés résisteront à l'intense chaleur des flammes. Au milieu d'un tel brasier, avec des températures qui ont avoisiné les 1000 degrés et puis la moitié de la flèche qui s'effondre dessus, l'échafaudage n'est pas conçu pour réagir à ça. Donc là, on a de vraies inquiétudes. Julien Lebras est président de la société Lebras Frères, en charge de l'installation de cet échafaudage. Automatiquement, les pompiers ont une expérience assez pointue des ouvrages métalliques. Ils savent que ces structures ne sont pas réalisées pour résister à des températures pareilles. Donc il y a une vraie inquiétude. Il y a des éléments qui se sont soudés, d'autres qui se sont déformés. C'est un tout, c'est une espèce de grosse carcasse. La tenue de cet échafaudage est primordiale pour la suite des événements. S'il venait à s'effondrer, cela serait fatal pour la survie de l'édifice. Dans ce climat d'incertitude, un détachement de pompiers se prépare de nouveau à entrer dans la cathédrale. Une entreprise à risque pour aller sauver ce qui se nomme le trésor de Notre-Dame. En parallèle de la lutte contre l'incendie sur le monument en lui-même, tout un dispositif de sauvetage des œuvres qui sont à l'intérieur de Notre-Dame de Paris s'est mis en œuvre entre bien sûr les pompiers, mais aussi l'évêché et le ministère de la Culture. Et c'est vrai qu'on m'a demandé tout de suite, sur le parvis, on me dit, mais il faut sauver quoi? Je dis la couronne d'épines, parce que la couronne d'épines, c'est un témoignage de la passion du Seigneur, mais surtout, c'est une des plus belles reliques de l'Occident avec le Saint-Suaire de Turin. La plupart de ces œuvres est contenue dans la sacristie. Cette annexe, située dans l'aile arrière droite de la cathédrale. Pour mener à bien cette opération, les pompiers se tournent vers l'un des plus fins connaisseurs du monument. Il s'agit de Laurent Prade, le régisseur du patrimoine de Notre-Dame de Paris. Donc on traverse le parvis en courant. C'était assez impressionnant parce que là, pour le coup, on se retrouvait sous le panache. À nouveau, la pluie, mais c'était des charbons de bois. Donc là, pareil, je me revois en train de remettre ma capuche sur la tête. On écrasait les charbons de bois sur le parvis. Il y avait ce crissement, en fait, assez, comment dire, strident et assez impressionnant. Et donc là, on arrive dans la cour qui longe la cathédrale, qui était transformée en une gigantesque flaque d'eau. Et je me rappelle très bien, on court, on se mouille, mais ça fait rien. Enfin, il faut atteindre la sacristie. Guidé par les pompiers, Laurent Prade parcourt les 200 mètres qui le séparent de la sacristie, tout en sachant l'urgence qui se joue. Ces reliques constituent le trésor de la cathédrale. Leur perte serait inestimable pour la chrétienté. Dans la sacristie, je prends les clés pour que la première chose que nous allions faire, ça soit aller chercher la couronne. À cet instant, le régisseur du patrimoine de Notre-Dame est témoin du désastre qui se joue dans la nef. Tout s'enchaîne, on se prend un peu tout sur la figure. Voilà. C'est assez traumatisant. Et il y a surtout cette pluie fine et incandescente qui tombe des voûtes. Voilà.
un peu comme des flocons de neige qui tombent doucement. Et ça, c'est assez sublime et effrayant. Et il y a un côté totalement surréaliste. Cette pluie fine et incandescente dont parle Laurent Prade vient de la charpente de la cathédrale. Le feu jusqu'alors contenu dans les combles se transmet maintenant dans l'enceinte du monument. Parce que quand la flèche s'est effondrée, avec elle, effectivement, tous les morceaux de bois qui brûlaient sont tombés dans l'église. Le bois et le plomb en fusion qui constituaient la flèche commencent à se répandre dans la nef. Malheureusement, il est impossible d'envoyer des hommes l'éteindre, la voûte se révélant beaucoup trop instable. La voûte peut s'écrouler à n'importe quel moment. Des éléments de la nef peuvent s'écrouler à n'importe quel moment. Les hommes, effectivement, peuvent plus aller au contact des flammes parce que la température avoisine les 800 degrés. Alors, ils ont beau être suréquipés, avoir un masque à air, des combinaisons ignifuges, c'est vraiment trop. Pour remplacer les hommes, les pompiers n'ont plus qu'une option, une seule, le robot Colossus. Ce robot, il sert en fait à aller attaquer un feu et puis renseigner avec des moyens de caméra. Et ça permet d'épargner en fait les hommes, de ne pas les faire rentrer dans une zone à risque, parce qu'on a eu un effondrement. Dans cet environnement des plus hostiles, seule cette machine est capable de se mesurer aux flammes. Voici les images du robot Colossus. En service depuis 2 ans, il est un atout précieux pour les pompiers. Il est capable de transporter du matériel, d'apporter des informations visuelles grâce à sa caméra thermique et surtout d'asperger les flammes à un débit d'eau de 3000 litres par minute. Il avait une bonne portée. Là, c'était un cas où il trouvait toute sa justification. En parallèle de l'action du robot Colossus, Laurent Prade et la vingtaine d'hommes chargés de sauver les œuvres sont parvenus à les placer en sécurité à l'Hôtel de Ville de Paris. On a sauvé la douzaine d'œuvres majeures, parce que l'idée dans ce plan de sauvegarde, c'est qu'il y avait une douzaine d'œuvres majeures. Ce sont des objets uniques, uniques sur le plan de l'histoire, uniques sur le plan de l'histoire de l'art, d'une qualité exceptionnelle. Je veux dire, voilà, les perdre, on les aurait perdus à jamais. Cette bataille sonne enfin comme une première victoire pour les pompiers de Paris. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Les soldats du feu vont devoir composer avec un nouvel élément, cette fois-ci météorologique. Il est 20h15. Voilà plus d'1 heure que les pompiers tentent d'éteindre le feu. Sur le parvis de Notre-Dame, de nouvelles interrogations se posent. Comment le feu va-t-il évoluer face à cette nouvelle donnée météorologique qui entre en compte? Et comment les pompiers vont-ils y faire face? La vraie poisse ce soir-là, c'est le vent d'Est, parce qu'il pousse constamment les flammes de la toiture vers les tours. À Notre-Dame, le vent a eu un rôle important dans la mesure où il a poussé les braises et les flammes sur la tour nord. Lorsqu'il prend connaissance de l'incendie, René Daune, pompier à la retraite, se rend immédiatement à Notre-Dame. Il a développé au sein de la brigade des pompiers le dessin opérationnel, une technique qui va avoir son importance dans la lutte contre l'incendie. Lorsque j'ai vu les premières images du feu de Notre-Dame, j'ai tout de suite pensé à faire 2 croquis rapides. Indispensable dans ce genre de sauvetage, les dessins opérationnels permettent l'anticipation de l'avancée du feu. Le croquis opérationnel peut jouer dans l'anticipation sur le développement d'un feu. Et il va pouvoir indiquer par des flèches des sens de développement possible du feu. Il arrive à croquer, à dessiner en 2D, en fait, la typologie, la configuration des bâtiments, ce qui nous permet d'avoir pratiquement une vision intérieure de l'intervention. Lorsqu'il arrive sur place, René Daune, à l'origine de cette technique, présente immédiatement ses croquis et expose ses inquiétudes. Ma première attention est au niveau des tours. Parce que ça correspond à un des croquis que j'avais transmis au général, où j'avais montré comment
comment le feu du comble pouvait se propager au niveau des tours. Plusieurs dessins sont remis aux généraux par René Daune et un autre dessinateur. Ce qu'ils en déduisent les alerte. Il y a un nouveau départ de feu dont personne n'a connaissance. Pendant des heures, ces flammes lèchent les tours. Elles envoient aussi des déchets enflammés portés par les courants chauds et qui viennent se coincer dans les abassons. En raison du fort vent d'est présent ce soir-là, les débris en feu se décrochent de la charpente. Ils s'engouffrent à quelques mètres plus loin, dans les abassons de la cathédrale. Ces immenses persiennes en métal étudiées pour diriger le son des cloches. Comme la tour est exposée au vent de tous les côtés, le feu peut très rapidement se répandre. Ce qui me glace le sang, c'est que lorsque je lève les yeux vers les tours, eh bien je vois des lueurs de flammes derrière les volets. Je dis ça y est, le feu est déjà parti. Si la tour nord vient à prendre feu, c'est l'ensemble de la cathédrale qui est perdu. Les deux tours de la cathédrale abritent des charpentes gigantesques qui sont de l'époque de Viollet-le-Duc. La tour nord abrite 8 cloches. En effet, l'enveloppe de pierre de la tour nord de Notre-Dame renferme ce que l'on appelle un beffroi, c'est-à-dire une structure entièrement faite de bois qui a pour rôle de soutenir les 17 tonnes de cloches en bronze. Un ensemble haut de 30 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. On a toute une structure de bois qui remplit chaque tour et qui est destinée à désolidariser la partie pierre de la tour des cloches, pour que les cloches puissent battre à la volée. Lorsque les cloches bougent, fatalement, il y a des mouvements imperceptibles, mais enfin, il y a des vibrations, il ne faut pas les transmettre aux maçonnes. Ce bijou d'ingénierie du 19e siècle, étudié pour stabiliser la structure, devient désormais le talon d'Achille de Notre-Dame. Si ça se met à brûler, les cloches vont tomber. Elles auraient probablement emporté la tour avec elles. Si l'une des parties tombe, il y a un risque d'effet domino. Les pompiers doivent éviter un effondrement généralisé de la cathédrale. Pour cela, ils vont devoir mettre en œuvre une stratégie d'une extrême dangerosité, au péril de leur vie. We are following an awful situation. Tonight, Notre Dame Cathedral in Paris is completely engulfed by fire. Il est 20h30. Cela fait maintenant 2 heures que l'emblématique cathédrale brûle. Le monde entier a les yeux rivés sur Paris. Malgré la tension médiatique qui entoure cet événement, rien ne déstabilise la stratégie des pompiers. Ils sont d'ailleurs sur le point de prendre l'une des décisions les plus difficiles de la soirée, abandonner le sauvetage de la charpente. Les pompiers, parce qu'ils ont tout un vocabulaire, évidemment, ils appellent ça faire la part du feu. La part du feu, c'est ce qu'on décide d'abandonner pour sauver l'essentiel. C'est dire, ça c'est perdu, si on ne veut pas perdre le reste, il faut reconcentrer nos efforts sur quelque chose d'autre. Et donc, repli général. La charpente, elle est sacrifiée. On ne pourra plus la sauver. Dès lors qu'elle est complètement embrasée, c'est dérisoire d'essayer de l'éteindre. Par contre, il faut anticiper sur la progression de l'incendie et il faut localiser en fait ce qu'on peut encore sauver. Pour ça, ils vont concentrer toutes les lances à incendie pour isoler les tours. Les pompiers mettent alors sur pied une opération spéciale qu'ils appellent le rideau d'eau. L'attaque se décline en 4 points, 3 du côté nord et 1 du côté sud. En concentrant un maximum de lances entre la tour nord et la charpente, les pompiers espèrent stopper le flux de déchets enflammés qui s'engouffrent dans le beffroi. Le combat, c'est d'essayer de faire une barrière pour que le feu n'entre pas dans la tour nord. Donc, il donne ordre de concentrer tous les moyens des lances à incendie pour faire ce rideau d'eau. Au plus fort de l'incendie, 21 lances sont mobilisées, dont 15 à grande puissance. Ces moyens lourds nécessitent chaque heure des centaines de milliers de litres d'eau. Une quantité si importante que les pompiers font face à une nouvelle difficulté.
L'île de la Cité a une particularité, comme c'est le cœur le plus ancien de Paris, les rues y sont étroites. Donc il n'y a pas énormément de bouches à incendie. Par chance, la cathédrale est située à proximité d'une autre source d'eau, celle-ci inépuisable. Le fleuve qui découpe la capitale en deux, la Seine. Serge Delay, ancien pompier de Paris, sait à quel point cette situation est une chance. On a deux bras de Seine de chaque côté de l'île de la Cité et bien sûr, rien n'est laissé au hasard. On a un port qui est sous le Pont-Neuf, c'est la caserne fluviale de la Monnaie où il y a un bateau-pompe et c'est ce bateau-pompe qui est venu se positionner et qui a permis d'aspirer et d'envoyer des grandes quantités d'eau dans plusieurs lignes de tuyaux justement pour alimenter les lances. Rapidement, un deuxième bateau de ce type est réquisitionné pour rejoindre le premier. Positionnés sous un pont à proximité de la cathédrale, ces bateaux équipés de pompes permettent d'alimenter en eau des camions en surface qui eux-mêmes alimentent les lances incendies des pompiers. L'ensemble distribue près de 5500 litres d'eau par minute. La pompe du bateau-pompe pousse de l'eau dans des tuyaux de grosse section. Ces tuyaux vont alimenter des engins en surface et à partir de ces engins ont eux-mêmes des pompes qui relèvent la pression et là on va vers des lignes de tuyaux un peu plus petites qui vont alimenter les lances. Malgré l'effort intense que fournissent les pompiers, un nouveau problème se pose. Dans un feu de cette ampleur, le général Gallet l'a dit a posteriori, il aurait fallu 100 lances à incendie. Comme les rues sont étroites, on ne peut en avoir qu'une vingtaine. À cet instant, pour les pompiers, le sauvetage bascule. Les pompiers ont eu le commandement quand même un vrai moment de cafard parce qu'ils n'arrivaient absolument pas à reprendre la main. Mais vraiment, le feu se répandait partout. Il était déjà dans la nef, les flammes de la toiture léchaient les tours. Quand vous regardez à ce moment-là, vous fixez les yeux sur la cathédrale en disant « mais pas possible, c'est pas possible, ça ne peut pas disparaître devant nos yeux ». Alors que tout semble perdu, les pompiers vont tenter une nouvelle fois de prendre l'avantage sur cet incendie. Mais à quel prix ? Si toutes les possibilités ont été étudiées, il en reste bien une que les soldats du feu aimeraient éviter. Pourtant, elle est l'unique manière de sauver Notre-Dame. « 20h35. La tension à Notre-Dame est à son comble. Les pompiers ne peuvent enrayer la propagation du feu dans le beffroi nord. Dans ce climat de tension extrême, le président de la République, Emmanuel Macron, arrive sur les lieux. Quand le président Macron arrive, sa présence déjà montre qu'on est en train de vivre un moment, un drame national. À partir de ce moment-là, lui-même va aussi un petit peu interagir avec le général Gallet pour décider de la suite des opérations. Un groupe restreint composé de personnalités politiques se rend dans une salle de la préfecture de police située juste en face de la cathédrale. Franck Riester, ministre de la Culture, et Monseigneur Chauvet font partie du cortège présidentiel. Le général Gallet, en charge des opérations sur cette intervention, rend compte de la situation au chef de l'État. On est dans un bureau, le général Gallet met un grand papier sur une table, il dessine et disons qu'on aurait pu être sur un champ de bataille. Et le général donne les ordres. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il présente au président Macron l'état des lieux, l'avancée du feu et les risques. Rapidement, le chef des opérations expose ce qu'il considère comme être l'opération de la dernière chance. Et il prend une décision qui est une décision difficile, c'est qu'il prend la décision d'envoyer des hommes dans la tour nord, qui était la plus attaquée, pour aller au plus près, lutter contre le feu. Tant qu'on peut tenir à l'intérieur, je pense qu'il faut faire l'effort.
La décision, c'est on y va. On y va. Et le général nous dit, nous avons une demi-heure, Monsieur le Président de la République, pour gagner la bataille du feu. Si au bout d'une demi-heure, on n'a pas réussi à éteindre le feu qui commence dans le beffroi nord, à ce moment-là, on risque de perdre Notre-Dame de Paris. En parallèle, sur le parvis se tient une autre réunion, celle du général Gontier avec l'équipe qui s'apprête à entrer dans la cathédrale. Il lui expose les risques et s'assure d'une chose primordiale, son consentement. Il essaie de mesurer si ces hommes ont bien tout compris et s'ils vont consentir au risque. Il pose une question, on y va ou pas? Cette question posée est hyper importante parce qu'il ne faut pas que les hommes montent la peur au ventre. S'ils montent la peur au ventre, ils vont faire des erreurs et ils peuvent en mourir. Face à la cathédrale, une douzaine d'hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est sur le point de pénétrer dans le monument ravagé par les flammes. La tour nord commence à prendre feu, c'est trop dangereux, trop de marches à monter, les cloches qui peuvent éventuellement s'effondrer, donc on ne prend pas ce risque, donc on passe par la tour sud. L'opération se décline en deux phases. La première oblige les pompiers à gravir les 322 marches de l'escalier en colimaçon de la tour sud. Une ascension longue et périlleuse de 60 mètres pour rejoindre la terrasse entre les deux tours. Si tout venait à s'embraser, il n'y a pas de retraite facile. Et puis, les pompiers, ils ont 20 kilos de matériel sur le dos, plus leur lance. Donc, en soi, ça, c'est très risqué. Dans un deuxième temps, les pompiers raccordent les silences à incendie en les déroulant le long de la façade à un camion situé directement sur le parvis. Successivement, un petit bataillon d'hommes prolonge l'ascension jusque dans le beffroi de la tour. Ils ouvrent, et là, il est 20h58, et ils voient des poutres en flammes un peu au-dessus des cloches. Il faut rentrer, et partant de là, on se trouve dans un dédale ça ressemble plus à un échafaudage de bois qu'autre chose. Hein. Il y a des petits escaliers de bois. D'ailleurs, il y a un sapeur-pompier qui passe à travers un plancher à un moment. Il est retenu par son appareil respiratoire et en écartant les bras. Bon, ça montre l'ambiance dans laquelle ces choses-là se passent. C'est une véritable action commando hein, qui est engagée là. Il n'y a pas que les flammes, il y a aussi la chaleur, par exemple. Les murs sont extrêmement chauds. Ça fait quasiment 2 heures, si ce n'est 2 heures et demie, qu'ils sont soumis à une pression thermique énorme. Et rien que le fait d'être à quelques mètres, voire à quelques centimètres d'un mur, est extrêmement dangereux. Les pompiers de Paris prennent tous les risques pour sauver Notre-Dame. Ces soldats surentraînés combattent le feu pendant 30 minutes, une éternité dans cet enfer. Quand enfin, les lances des pompiers parviennent à éteindre l'incendie. On peut dire qu'une fois que la tour nord était sauvée, on pouvait respirer. Comme le prouvent ces photos du beffroi prises une fois l'incendie maîtrisé, cette manœuvre permet pour la première fois de la soirée de reprendre la main sur le feu. Cependant, rien n'est encore gagné. Ça ne veut pas dire que le travail est terminé, loin de là, puisqu'ils travailleront encore une bonne partie de la nuit, mais du moins, ils ont arrêté en fait la progression de l'ennemi, ils le contrôlent, et l'ennemi est prêt à être complètement abattu, défait. Il est 23 heures. Après 5 heures d'incendie, la pression retombe enfin sur le parvis. Le chef de l'État annonce la victoire des pompiers sur le feu. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles. Lorsque la nouvelle se répand, les pompiers sont spontanément acclamés par la foule. Les soldats du feu poursuivent leur travail, mais le brasier n'est plus leur préoccupation principale. La cathédrale meurtrie reste debout, mais pour combien de temps? Les ingénieurs et les architectes responsables du monument sont inquiets quant à sa stabilité.
On ne sait pas si les voûtes vont tomber, on ne sait pas s'ils vont résister, on ne sait pas jusqu'où va aller la catastrophe. Je savais que c'était pas fini du tout. Et après, je me suis même dit, bon, c'est pas parce que le feu est éteint que c'est fini. Justement pas. J'avais presque envie de dire, c'est maintenant que tout commence, quoi. En effet, la destruction de la toiture déséquilibre l'ensemble de la structure. Et la résistance de la voûte demeure encore incertaine. Une opération d'ampleur est alors sur le point d'être mise en place. Mardi 16 avril, il est 7 h du matin. C'est une cathédrale considérablement abîmée qui se dévoile aux yeux de tous. Le feu laisse derrière lui les traces d'une lutte intense. Son aspect extérieur témoigne du violent incendie qu'elle vient de subir. Pour la première fois, les personnes autorisées entrent dans le monument et prennent connaissance des dégâts. On a des visions de la cathédrale qu'on n'avait jamais eues. On voit le jour dans la cathédrale par le ciel. Voilà, une vision apocalyptique que j'aurais jamais imaginée. J'ai retrouvé 2 énormes trous dans la voûte. On voit une partie de la charpente par terre, on voit la flèche surtout qui est tombée à l'intérieur. Les traces que l'incendie laisse derrière lui inquiètent et interrogent les spécialistes. Comment un monument ayant subi de tels dégâts va-t-il résister aux conditions climatiques? Et comment la structure de ce monument de 850 ans va-t-elle réagir dans le temps? Le lendemain, on ne savait pas si sans toit, la structure tiendrait, car elle n'était plus protégée. On ne savait pas ce qu'il pouvait se passer en cas d'intempérie. Pour Philippe Villeneuve, l'architecte en chef, il faut rapidement repérer quelles sont les parties du monument les plus touchées par l'incendie. Tout mon travail de la journée, ça a été justement d'évaluer, bon, c'est quoi le bilan de cette catastrophe? Et c'est ce qu'on m'a demandé très vite. En effet, il faut stabiliser les 3 pignons de la cathédrale. Ces éléments de maçonnerie délimitent la toiture de Notre-Dame. Étant à l'origine fixés à la charpente, ils sont dorénavant susceptibles de tomber à tout moment. De gros moyens sont mis à la disposition de l'architecte. La plus grande grue d'Europe est envoyée sur le chantier pour soulever d'immenses structures de bois qui servent à équilibrer les pignons. Pour épauler ces pignons, en fait, il fallait qu'il y ait des contrefiches. Mais ces contrefiches, il fallait que je les repose sur quelque chose. J'avais plus de voûte, j'avais plus de plancher, j'avais plus rien. Donc il a fallu que je crée un plancher. Et c'est avec des poutres qu'on a mis avec une grue, qu'on a posé sur les murs. Ensuite, on a créé un plancher. Sur ce plancher, on a mis en place des demi-fermes triangulaires qui étaient contre le pignon pour qu'il ne puisse plus bouger. Il fallait faire venir du bois, il fallait étayer l'ensemble, il fallait enlever les statues qui prenaient du poids. Donc c'était dantesque. En 24 heures, le travail d'hommes et de femmes permet de pérenniser une partie de la structure de Notre-Dame. Dans les mois qui suivent, l'inquiétude se porte sur les voûtes. En partie effondrées, elles ne permettent plus d'assurer une parfaite stabilité à l'édifice. L'entreprise de Julien Lebras est alors mandatée pour installer 28 cintres en bois dans les arcs-boutants. La crainte des architectes était que les pierres puissent se déliter ou que les joints perdent en cohérence et qu'il y ait un risque d'effondrement des voûtes. Ces travaux ne sont que le début d'une très longue liste. Les dégâts sont en effet si nombreux que le monument s'apprête à passer de longues années en restauration. Près de 80 ouvriers y travaillent tous les jours. Ensuite, il faudra se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Car là, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire l'état des pierres. Donc il va falloir faire une étude. Ça va être très long aussi. Notre-Dame est debout. Donc c'est une catastrophe, mais derrière, il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est la reconstruction, qui sera certainement très longue, mais il y a l'espoir de retrouver Notre-Dame comme elle était autrefois. Aujourd'hui, les défis sont multiples. En fondant,
le plomb présent sur la charpente et la flèche s'est infiltré presque partout autour de la cathédrale et cause un arrêt partiel du chantier durant 3 semaines, à l'été 2019. Meurtrie, la vieille dame est toujours debout. Nul doute qu'un jour, elle se relèvera de ce traumatisme, pour que ce 15 avril 2019 ne soit plus qu'un lointain souvenir. Le souvenir d'une soirée et d'un incendie hors de contrôle.